Dans l'effervescence des coulisses d'un défilé de mode international, où des dizaines de mannequins, maquilleurs et stylistes s'affairent, une jeune femme grande, à la peau brune éclatante et à la chevelure bouclée et naturelle, fait son entrée. Sans présentation préalable, sans chercher à attirer l'attention, elle capte les regards uniquement par la profondeur de ses yeux et un sourire chargé d'une confiance rare. Sa présence suspend l'atmosphère de la pièce, comme si chacun comprenait qu'un moment unique venait de se produire. Anaïs Mali, un nom qui, plus tard, s'affichera en couverture de Vogue et brillera dans les campagnes de maisons aussi prestigieuses que Givenchy, Victoria's Secret ou Dolce Gabbana, a pourtant été jugée, à ses débuts, comme trop différente pour réussir. À une époque où les standards de beauté restaient rigides et où les préjugés dominaient encore, elle choisit de conserver sa couleur de peau naturelle, ses traits et son style, refusant de se plier aux codes imposés. Mais pour atteindre la place qu'elle occupe aujourd'hui parmi les top modèles les plus marquants, le chemin fut tout sauf simple. Il y eut des moments où cette route sembla si étroite qu'un seul faux pas aurait suffi à effacer son rêve à jamais. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de tension extrême qu'Anaïs trouva la force de continuer à avancer. Cette histoire ne se résume pas aux paillettes des podiums. Elle commence bien avant que les projecteurs des défilés ne se posent sur elle, dans un passé où la mode n'était encore qu'un murmure et où le mot mannequin semblait lointain, presque irréel. Anaïs Mali est née le 22 janvier 1991 à Toulon, une ville portuaire du sud de la France. Ici, le soleil méditerranéen brille avec intensité, les plages s'étendent à perte de vue, mais il existe aussi des frontières invisibles entre les communautés. Son père est originaire du Togo, sa mère de Pologne. Ce mélange de cultures aurait pu sembler être une richesse sans limite, mais dans la réalité, il n'a pas toujours été simple à vivre. Son enfance se déroule dans de petits appartements, où le bruit des vagues se mêle au souffle du vent venant du port chaque après-midi. Enfant curieuse et vive, Anaïs aimait explorer le monde autour d'elle. À l'école, elle se distinguait non seulement par sa grande taille, inhabituelle pour son âge, mais aussi par sa peau brune et ses cheveux bouclés, qui attiraient parfois des moqueries. Dans une petite ville, la différence n'est pas toujours accueillie à bras ouverts. Sa mère, femme déterminée, lui répétait souvent « Tu n'as pas besoin de changer pour plaire aux autres ». Mais Anaïs, à seulement 10 ans, rêvait parfois de ressembler aux autres filles pour éviter les critiques. La diversité culturelle de sa famille lui offrait une vision riche du monde, mais aussi des tensions silencieuses. Les repas mêlaient les saveurs togolaises et polonaises, mais il y avait parfois des silences lourds lorsque l'on évoquait l'avenir d'Anaïs. À 13 ans, elle dépassait déjà en taille la plupart de ses camarades. Dans la rue, certains la complimentaient en disant qu'elle avait l'allure d'un mannequin, tandis que d'autres voyaient cela comme une singularité étrange. À l'école, cette différence physique n'était pas toujours perçue positivement. Anaïs subissait les moqueries, mais au lieu de se replier, elle apprit à se tenir droite et à répondre d'un regard assuré, même si, au fond, elle ne se sentait pas toujours aussi forte qu'elle le montrait. La famille n'était pas aisée. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins du foyer. Anaïs aidait souvent sa mère dans les tâches ménagères ou accompagnait son père au port pour faire les courses. Elle ne connaissait pas les vêtements de luxe ni les voyages exotiques, mais elle avait les après-midi passés sur la plage à écouter son père raconter le Togo et sa mère évoquer sa jeunesse en Pologne. Ces histoires éveillaient en elle le désir de voir au-delà de Toulon. À l'adolescence, Anaïs commença à s'intéresser à la mode. Pas grâce aux magazines brillants, mais parce qu'elle comprit que les vêtements et le style pouvaient être un langage pour s'affirmer. Elle recyclait de vieux habits, les combinant à sa façon. Parfois, elle utilisait l'appareil photo familial pour se prendre en photo, essayant différentes poses, un jeu secret, mais qui, inconsciemment, l'amenait déjà sur le chemin du mannequinat. Derrière cette curiosité se cachait une énergie mystérieuse,
une envie irrésistible de franchir les limites imposées par son environnement. Chaque fois qu'elle voyait à la télévision un reportage sur les Fashion Weeks de Paris ou de Milan, elle ressentait comme un appel silencieux. Mais à Toulon, ce rêve semblait si lointain que beaucoup le jugeaient irréaliste. C'est dans ces années-là qu'Anaïs forgea sa résilience. Elle ne parlait pas ouvertement de ses ambitions, mais ses yeux s'illuminaient dès qu'on évoquait des top modèles ou des mannequins internationales. Personne ne pouvait deviner qu'en quelques années, cette adolescente autrefois jugée trop différente marcherait sur les podiums les plus prestigieux du monde. L'opportunité pour Anaïs Mali n'est pas apparue par hasard, comme dans un conte de fées, mais fut le résultat d'années à nourrir un rêve silencieux. À 16 ans, lors d'un voyage à Paris avec sa mère pour rendre visite à de la famille, Anaïs vit pour la première fois un casting de mannequins. Le bâtiment où se déroulait la sélection n'avait rien de spectaculaire de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était un autre monde. Des rangées de chaises, une lumière blanche éclatante et un groupe de jeunes femmes grandes, minces, aux traits marqués, attendant leur tour. Anaïs n'y participa pas ce jour-là, mais le simple fait de jeter un coup d'œil par la porte entr'ouverte la marqua profondément. Elle observa la confiance et le calme avec lesquels ces mannequins défilaient sur le petit podium installé au milieu de la salle. Ce moment fut comme une invitation, une promesse silencieuse. Elle devait revenir, cette fois en tant que candidate. De retour à Toulon, Anaïs commença à se renseigner sur les agences de mannequins. Internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, mais elle nota patiemment les adresses et noms des grandes agences. Lorsqu'elle découvrit une agence parisienne réputée pour repérer de nouveaux talents, elle envoya quelques photos prises par elle-même, non professionnelles, mais montrant clairement sa taille, sa silhouette et cette présence particulière. Quelques semaines plus tard, le téléphone familial sonna. Une employée de l'agence de Paris invitait Anaïs à venir les rencontrer. La nouvelle surprit autant qu'elle inquiéta sa mère, qui craignait que le milieu de la mode soit trop dur pour sa fille, surtout qu'Anaïs n'avait jamais vécu loin de chez elle. Son père, lui, resta silencieux, mais son regard exprimait le doute. Malgré tout, Anaïs ne perdit pas courage. Elle savait que c'était une chance rare et que la laisser passer serait être une erreur irréversible. Sa mère accepta de l'accompagner à Paris pour ce premier rendez-vous. Les bureaux de l'agence se trouvaient dans une rue animée, bordée de boutiques de mode et de cafés. En entrant, Anaïs fut invitée à marcher comme sur un podium et à poser pour quelques polaroids. Les responsables échangèrent un regard complice avant de lui dire qu'elle possédait une beauté unique, un mélange de douceur et de force, d'Afrique et d'Europe, rare dans l'univers du mannequinat. Ils lui proposèrent un contrat d'essai. À cet instant, Anaïs ressentit un mélange d'excitation et de crainte. Elle savait que cela signifiait quitter Toulon pour vivre seule à Paris, ce qu'elle n'avait jamais imaginé auparavant. La décision ne fut pas facile. La famille en discuta pendant plusieurs jours. Finalement, sa mère lui dit « Si c'est ton rêve, essaie. Même si tu échoues, tu n'auras pas de regrets. » À 17 ans, Anaïs s'installa donc à Paris, dans un petit appartement mis à disposition par l'agence, et entama une période d'entraînement intensif. Les premiers castings furent un choc. Des dizaines, parfois des centaines de jeunes femmes attendaient pour n'être vues que quelques secondes. Anaïs apprit vite à maintenir son énergie et sa confiance, même face aux refus répétés. Un créateur lui dit un jour, sans détour, qu'elle ne correspondait pas aux standards de sa marque. Ses paroles blessèrent, mais devinrent aussi un moteur. Sa première séance photo professionnelle fut pour un petit magazine parisien. Même si ce n'était pas une grande marque, elle y apprit l'art de poser, de communiquer avec le photographe et surtout de transmettre des émotions par le regard et les gestes. Quelques mois plus tard, Anaïs fut conviée à un casting pour un défilé de la Fashion Week de Paris. L'occasion était immense, un podium où se réunissaient journalistes,
créateur et éditeur de mode du monde entier. Elle se prépara minutieusement, travaillant sa démarche et ses mouvements. Quand elle entra sur scène, la lumière qui l'enveloppa sembla ouvrir une nouvelle route. Ce jour-là, elle comprit qu'elle venait de franchir la frontière entre rêve et réalité et qu'elle marchait désormais sur le chemin qui la mènerait vers le rang de top modèle. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Après son premier défilé à la Fashion Week de Paris, Anaïs Mali n'était plus une inconnue dans le milieu. Les photographes commencèrent à la remarquer, non seulement pour sa silhouette et sa taille idéale, mais surtout pour ce regard intense capable de raconter une histoire sur le podium. Dans les mois qui suivirent, les invitations des grandes maisons se multiplièrent. L'un des moments clés fut sa sélection pour défiler chez Givenchy. Le show se déroulait dans un décor saisissant, un long podium baigné d'une lumière tamisée, une musique profonde et envoûtante. Anaïs apparut dans une robe noire ajustée, les lèvres rouges sombres, avançant avec des pas assurés mais souples. À la fin, les applaudissements éclatèrent comme une confirmation qu'elle venait d'entrer dans la cour des grands mannequins. De Givenchy, elle passa à Balmain, Chanel et Jean-Paul Gaultier. Chaque maison offrait à Anaïs l'occasion d'explorer une facette différente de son art. Chez Balmain, elle incarnait la force et le pouvoir. Chez Chanel, la finesse et le classicisme. Avec Jean-Paul Gaultier, c'était l'audace et la séduction. Cette capacité à se métamorphoser fit d'elle un top modèle apprécié par les créateurs. En 2011, elle apparut pour la première fois en couverture de Vogue, l'une des revues les plus influentes du monde de la mode. Le shooting eut lieu à New York, en pleine rue, sous une lumière naturelle. Son visage occupait toute la couverture, son regard dirigé droit vers l'objectif, à la fois défiant et captivant. Ce moment fit passer Anaïs dans une autre dimension. Elle n'était plus seulement un mannequin prometteur, mais une figure établie. La même année, elle réalisa un autre rêve, participer au défilé de Victoria's Secret. Porter les célèbres ailes sur scène, devant un public en liesse, était une consécration. Anaïs y offrit un spectacle millimétré, sourire maîtrisé, gestes fluides, allure irréprochable. Parallèlement, elle fut l'égérie de campagnes publicitaires internationales. Dolce, Gabbana l'a choisie pour incarner sa collection printemps-été avec un shooting baigné de couleurs méditerranéennes. Les photos furent affichées sur des panneaux géants à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie, faisant d'elle un visage familier du grand public. Mais au-delà de son physique, Anaïs impressionnait par son professionnalisme. Les photographes qui travaillaient avec elle parlaient de sa capacité à inspirer. Un célèbre photographe parisien déclara « Quand Anaïs se tient devant l'objectif, vous n'avez presque rien à dire. Elle sait créer l'histoire toute seule. Malgré un emploi du temps surchargé, elle conservait une routine stricte, entraînement physique, méditation, alimentation équilibrée. Elle savait que dans le monde du mannequinat, l'apparence compte, mais que la force mentale est essentielle pour durer. Cette discipline la maintenait au sommet, même après des vols transcontinentaux et des changements de fuseaux horaires incessants. Au fil des années, Anaïs devint une invitée régulière des grands événements comme le Met Gala ou le Festival de Cannes. À chaque apparition, elle laissait une empreinte, que ce soit par une robe audacieuse ou une élégance minimaliste. Elle incarnait non seulement la beauté, mais aussi la force et l'assurance d'une femme consciente de sa valeur. Cette période de gloire n'était pas seulement une succession de podiums et de couvertures. C'était la preuve vivante qu'une jeune femme autrefois jugée trop différente pouvait conquérir les plus hautes sphères de la mode et s'y imposer comme un top modèle incontournable. Et pourtant, Anaïs savait que cette ascension n'était qu'un chapitre de son histoire. Dans une industrie connue pour ses standards rigides et son goût pour l'uniformité, Anaïs Mali a choisi une autre voie. Dès ses débuts, elle refusa de modifier son apparence pour correspondre aux critères passagers d'une marque ou aux tendances du moment. Plusieurs agences ou maisons lui suggérèrent d'éclaircir sa peau, de lisser ses cheveux
ou de perdre encore quelques kilos afin d'être plus polyvalente sur les podiums. Sa réponse fut toujours la même, non. Pour elle, le charme d'un mannequin ne réside pas dans sa capacité à ressembler à toutes les autres, mais dans la préservation et la valorisation de son identité. Si je change pour devenir une autre version de moi-même, alors qui sera Anaïs Mali ? Déclara-t-elle un jour dans une interview. Cette fermeté lui fit parfois perdre des opportunités. Une grande marque la retira d'une campagne parce qu'elle refusait de se séparer de ses boucles naturelles. Mais ce choix fit aussi d'elle une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes, notamment celles qui, comme elle, avaient un physique ou des origines hors normes. Anaïs ne se contenta pas de défendre son image. Elle prit aussi position sur des sujets sensibles dans le monde de la mode. Sur les réseaux sociaux, elle dénonça un jour le manque de diversité dans le recrutement des mannequins, en particulier lors des grandes Fashion Weeks. Son message, partagé des milliers de fois, déclencha un vaste débat. Certains la soutinrent avec enthousiasme, d'autres la critiquèrent, estimant qu'elle se fermait des portes. Mais Anaïs ne céda pas. Pour elle, si personne ne parle, rien ne change. En parallèle, elle s'engagea dans plusieurs projets communautaires, aidant des jeunes filles en Afrique et en Europe à accéder à des opportunités dans le mannequinat. Elle retourna au Togo, terre natale de son père, pour animer des ateliers gratuits sur la préparation au casting et le développement d'une présence scénique. Ce travail ne lui rapportait pas d'argent, mais lui donnait le sentiment de contribuer à un vrai changement. L'une de ses décisions les plus audacieuses fut de refuser un contrat publicitaire à 6 chiffres, car la campagne utilisait l'image des femmes de manière qu'elle jugeait trop sexualisée, contraire à ses valeurs. Interrogée sur ce choix, elle répondit simplement « L'argent se regagne, la dignité non ». Pour Anaïs, la mode n'était pas qu'un métier. C'était une plateforme pour envoyer un message. Sur le podium, elle projetait l'image d'une femme indépendante et sûre d'elle, prête à repousser les limites. En dehors, elle prouvait qu'un top modèle pouvait aussi être une voie pour le changement. Cette singularité lui valut le respect de nombreux créateurs. Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain, affirma « Anaïs ne se contente pas de porter une robe. Elle fait vivre une collection. » Un compliment que peu de mannequins peuvent revendiquer. Avec le recul, Anaïs sait que sa route n'a pas été facile. Refuser de se conformer aux normes établies, c'était accepter de perdre des opportunités à court terme. Mais en échange, elle conserva son intégrité et bâtit une identité forte, un capital que ni l'argent ni la gloire éphémère ne peuvent remplacer. La différence d'Anaïs Mali ne se mesure pas au nombre de podiums foulés ou de campagnes signées. Elle se mesure à sa capacité à redéfinir ce que signifie « réussir » en tant que mannequin. Pour elle, la réussite, c'est avancer avec une foi totale en soi-même, que les projecteurs soient braqués sur vous ou non. Le sommet d'une carrière s'accompagne toujours d'une pression immense et Anaïs Mali n'y échappa pas. Son emploi du temps était saturé. Paris, New York, Milan, Tokyo. En une semaine, elle pouvait enchaîner plusieurs défilés, shootings et événements mondains. Au début, elle y voyait la preuve qu'elle avait réussi comme top modèle. Mais peu à peu, l'épuisement s'installa. En 2016, lors d'un long séjour professionnel aux États-Unis, Anaïs connut un grave incident de santé. Après une séance photo, elle s'effondra, victime de déshydratation et d'épuisement. Hospitalisée, les médecins lui conseillèrent plusieurs mois de repos. Pourtant, ses contrats déjà signés l'obligèrent à reprendre trop tôt. Cette reprise précipitée aggrava sa condition. Au même moment, les réseaux sociaux prenaient une importance considérable dans la mode. Les marques recherchaient des mannequins capables de maintenir une présence constante sur Instagram ou TikTok. Anaïs, qui protégeait jalousement sa vie privée, supportait mal cette exigence de vivre en vitrine en permanence. Des rumeurs commencèrent à circuler. Certains médias spécialisés affirmaient qu'elle était difficile à gérer
car elle refusait certaines obligations de promotion personnelle. D'autres insinuaient qu'elle avait perdu la motivation. Anaïs garda le silence, mais ces bruits de couloir refroidirent l'intérêt de plusieurs partenaires. Le coup le plus dur survint lorsqu'un contrat avec une grande marque internationale fut annulé à la dernière minute. La raison ? Un désaccord sur le concept de la campagne. Anaïs estimait que les images prévues étaient trop suggestives et trahissaient l'esprit de la collection, tandis que la marque refusait toute modification. L'affaire, révélée à la presse, déclencha une vague de réactions. Certains saluèrent son intégrité, d'autres la critiquèrent pour son intransigeance. Peu après, Anaïs décida de se retirer temporairement. Elle retourna à Toulon, loin des podiums et des soirées luxueuses. Sur Instagram, elle posta une photo de la plage de son enfance avec une légende simple : « J'ai besoin de silence ». Le cliché récolta des dizaines de milliers de likes, puis son compte devint presque inactif. À Toulon, elle retrouva un rythme de vie apaisé. Promenades quotidiennes au bord de la mer, lecture, moments avec des amis d'enfance, mais ce retrait prolongé effaça peu à peu son nom de l'actualité mode. Dans ce milieu où les nouveaux visages apparaissent sans cesse, disparaître quelques mois peut signifier perdre sa place. Des magazines internationaux publièrent des articles sur son départ du mannequinat. Certains évoquaient le silence d'une étoile autrefois flamboyante, d'autres regrettaient que la mode ait perdu une personnalité rare. Anaïs, elle, ne fit aucun commentaire. Après un an, les nouvelles d'elle se raréfièrent encore. Quelques photos volées par des paparazzis la montrèrent dans les rues de Toulon, au naturel, sans maquillage, habillée simplement, bien loin de l'image sophistiquée du top modèle. Pour beaucoup, cela confirmait qu'elle avait tourné la page. Mais pour Anaïs, ce n'était pas une fin. C'était une pause nécessaire, un chapitre en suspens. Restait à savoir si un jour elle rouvrirait ce livre ou si le monde du mannequinat l'avait déjà définitivement refermé. La disparition d'Anaïs Malli des podiums laissa un vide que peu purent combler. Même si elle n'apparaissait plus régulièrement, son image restait vivante dans la mémoire de ceux qui avaient vu sa démarche assurée et son regard magnétique. Pour beaucoup, Anaïs n'était pas seulement un mannequin, mais la preuve vivante que la différence n'est pas une faiblesse, mais une force. Au sommet de sa carrière, elle avait contribué à élargir la vision de l'industrie sur la diversité. À chaque apparition, elle brisait un peu plus les préjugés, ouvrant la voie à des visages venus d'horizons variés. De jeunes mannequins affirment aujourd'hui que c'est grâce à son parcours qu'elles ont trouvé le courage de persévérer malgré les refus. Elle disait souvent : « Le podium est l'endroit où je raconte mon histoire. Mais ce qui compte, c'est que cette histoire continue à être racontée, même si je ne suis plus là. » Et de fait, même loin des projecteurs, le récit d'Anaïs se perpétue à travers ses photos emblématiques, le souvenir de ses collègues et les changements qu'elle a inspirés. Peut être qu'un jour, Anaïs fera son retour, ou peut-être choisira-t-elle de rester dans le silence qu'elle a trouvé. Mais la question demeure, le monde de la mode est-il prêt, aujourd'hui, à accueillir une autre Anaïs Malli, ou bien cherche-t-il encore la top modèle qu'elle a été ?